Pour le cas du CMC. Dans le cas du sénateur, nous avons dit, c'est le décret. Il n'y a pas de procès verbal des élections pour le cas des sénateurs nommés. Et pour les autres personnes, la troisième modalité, parce que nous avons dit qu'il y a 3 moyens de recruter des élus. Par l'élection, dont le PV, par la nomination, le décret, par la transhumance. Mais aussi par la transhumance. Et pour le cas de la transhumance, M. Tsapi peut justifier sa présence au conseil municipal de Bafoussam 1er, mais en produisant les actes qu'il a signés en tant qu'adjoint du maire. M. Tsapi a signé peut-être un mariage aujourd'hui. Il a signé en quelle qualité? Vous ne pouvez pas être dans l'exécutif sans appartenir au conseil municipal. Et s'il a donc signé le mariage aujourd'hui, mais il suffit qu'il corrobore ça avec son acte, avec sa carte de militant du MRC, antérieure à la signature de l'acte de mariage aujourd'hui. Donc, étant donné qu'il a milité au MRC depuis 1 mois, et qu'il a continué à signer les actes aujourd'hui, on peut avoir donc une pléthore d'éléments de preuve qui justifient la présence de M. Tsapi, militant du MRC, au sein du conseil municipal. Les membres du conseil électoral, je suis convaincu, sont à l'écoute. Donc, par exemple, et vous suivent. Il peut produire, cher maître, il peut produire la fiche de présence d'une session postérieure à son adhésion au MRC. Il peut produire ça, une fiche de présence d'une session du conseil municipal. Il peut produire les actes qu'il a pris en qualité de membre de l'exécutif. Parce qu'on ne peut appartenir à l'exécutif que si on est d'abord conseiller municipal. Vous le dites dans le cas où Maître Tsapi, M. Tsapi Lavoisier, est candidat lui-même. Mais si transfert... Non, même pas si... Je vais arriver au bout de ma question. On peut utiliser Maître Tsapi Lavoisier pour investir tout candidat du MRC. Mais alors, on produit quelle pièce? Mais je dis un acte de mariage et la carte de militant de Maître Tsapi Lavoisier. L'acte de mariage étant postérieur à son adhésion au MRC. Ça veut dire qu'ayant adhéré au MRC, il a continué d'y être. La présence au conseil municipal va se justifier par les actes qu'il a posés en tant que membre de l'exécutif. Donc, disons qu'il rejoint le parti des Fourmis aujourd'hui, et que le président du parti des Fourmis ou le candidat investi par le parti des Fourmis pour la présidentielle va aller quand déposer son dossier. Il produit dans l'alias documentaire une carte d'adhésion de Maître Tsapi antérieure à l'acte qui siège toujours au conseil municipal. Et puis un acte qui justifie sa présence au conseil municipal. Professeur Bison et Somba. Vous dites, je voudrais qu'on prenne 2 cas pratiques. Et je vais commencer à parler du mariage, parce que pour cette c'est un spécialiste des questions liées à la famille, l'état civil. Monsieur Somba épouse Vanessa. 2 semaines après, il divorce, la rupture. Et Somba rencontre Michel. Est-ce que Somba confère à Michel le statut de femme mariée? Deuxième cas pratique, second, parce qu'il n'y aura pas un troisième. Il n'y aura pas de troisième. Les 153 députés du RDPC quittent le RDPC et se rallient. Je voudrais prendre un cas. Et se rallient par exemple au parti à part de Célestin Djamel qui n'est pas allé aux élections. La question donc de fond se pose. Et ça, je voudrais que mon sémillant collègue m'apporte une réponse. Là, s'il me convainc, je jette l'éponge. Oui. Entre donc Célestin Djamel. Mais vous promettez que vous êtes dans les dispositions d'accepter. Bien sûr, si vous êtes bien sûr. Entre donc Célestin Djamel et le candidat naturel du RDPC. Si la question se pose devant le conseil électoral et devant le conseil constitutionnel plus tard, quel est le parti qui va investir le candidat entre les deux? Je vous réponds. Oui. Bien. Je dis, c'est pas un débat de sentiment, c'est un débat de droit. Et donc nous avons dit déjà que l'élu, qu'il ait été présenté par n'importe quel parti, ne représente pas le parti, c'est une partie du peuple. D'accord? Et puis je dis, bénéficiant par ailleurs de la nullité du mandat impératif, nous avons vu qu'il a le droit à la transhumance politique. Ça veut dire que le fait de partir du LPC à la part n'est pas interdit, c'est tout à fait légal. Et nous avons dit, la migration emporte transfert du mandat avec tous ses attributs. Et puis je dis, il a parlé tout à l'heure d'un élément. Il dit, la révision de la ligne du code électoral en 2012 était justifiée par la nécessité de ne privilégier que les partis justifiant de la capacité à mobiliser. Décrémé en tout cas. Mais monsieur Tongué, je vous pose la question. Quand vous voyez un élu en fonction, c'est-à-dire qui a été élu par, disons, le RDPC, quitter le RDPC pour rejoindre le MRC, vous pensez que son ambition c'est de ne pas être élu? Donc la migration d'un parti à l'autre est le signe que le parti rejoint est celui qui porte le plus sérieusement l'ambition de l'élu d'être reconduit. C'est un critère de crédibilité. Donc pour embrayer dans son champ, un élu... C'était juste la réponse parce qu'il avait la parole. Monsieur Tongué, vous convenez avec moi que mon sémillant collègue ne s'appuie sur aucun fondement juridique pour justifier que la transhumance politique emporte éligibilité. Moi, je convoque l'article 3 de notre Constitution. Pour la 9e fois. Pour la 9e fois. Mais lisez-le encore, lisez-le. Tout le monde entend. C'est cet article qui dit quoi? Que les partis politiques le fondement principal de l'investiture. Lisez en anglais, on dit the political parties. Non, pas en anglais. Revenons d'abord. C'est pas les titulaires de la souveraineté. Le titulaire de la souveraineté, c'est l'article 2. C'est le peuple. Et cette souveraineté ne peut appartenir même pas à une fraction du peuple. Mais il faut être sérieux. Est-ce que le fait de conclure veut dire que c'est eux qui sont les détenteurs de la souveraineté? L'élu
porte le mandat. Qui lui a donné le mandat? Mais nous avons convenu que, nous sommes entendus que, sans le parti politique, on ne peut pas candidater. Le parti n'est que le véhicule, mais ce n'est pas lui qui donne le mandat. Le mandat est donné par le peuple. Nous sommes en démocratie, nous sommes en république. On l'a dit, c'est clair. Monsieur Odi Tanguy, le parti, c'est même l'organe exclusif d'investiture. Ce n'est pas, comme il dit, un véhicule. Parce que s'il dit un véhicule, cela veut dire qu'on nous sommes là en totale violation de notre constitution en son article 3. Monsieur Odi Tanguy. Et la candidature indépendante à la présidence. La candidature indépendante à la présidence, alors. Non, c'est un cas exceptionnel et qui est prévu par la loi. Alors non, vous ne pouvez pas parler de manière absolue, chers collègues. Vous ne pouvez pas parler de manière absolue. C'est la fonction présidentielle la plus élevée d'un pays, mais on peut y accéder sans passer par un parti. Écoutez, oui, candidature indépendante, c'est ça l'exception. Oui, et je vous invite. Pour la fonction la plus importante du pays. Il faut le noter. Vous dites, Tanguy. Oui. Je pense que nos tests, et ça, je le confesse, nos tests brillent par des problèmes d'intelligibilité et de clarté. Mais à l'épreuve des faits, on les amende à l'épreuve des faits. C'est pour ça que nous avons cette discussion. Oui. Peut-être qu'on pourra les amender. Peut-être ceux qui doivent amender vont le faire. Je vais vous cette dire. Discussion. Un collègue me disait encore qu'il trouve ce débat précoce. Pourquoi? Parce que le Conseil constitutionnel est le seul organe à se prononcer sur les questions sur lesquelles nous débattons ce soir. C'est-à-dire que un transfuge qui peut transférer l'éligibilité. Il estime que... Mais je voudrais dire à votre collègue, parce que nous devons répondre, parce que c'est un choix éditorial, les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas tous des juristes. Bien sûr. Peut-être qu'ils peuvent s'abreuver à cette discussion pour se décider si finalement ils sont saisis après le Conseil électoral. Il y a des anthropologues, il y a des administrateurs civils, il y a des gens qui sont même pas... Il y a des magistrats qui généralement sont traitent des affaires, j'ai envie de dire... qui ont une relation particulière avec le droit privé, qui ne sont pas toujours des constitutionnalistes. On avait 2 constitutionnalistes au Conseil constitutionnel qui sont décédés, paix à leurs âmes. Donc le débat, pour nous, à notre sens, à Canal 2, doit être fait pour éclairer et la lanterne du grand public, et la lanterne des membres du Conseil électoral, qui n'ont... Il n'y a presque pas de juristes de métier au Conseil électoral, et la lanterne du Conseil constitutionnel, je viens de le dire, tous les membres du Conseil constitutionnel ne sont pas juristes. Bien sûr. Il a également évoqué le cas de ce que c'est un sujet éminemment partisan. Or, pour lui, c'est précoce. Moi, je pense que, et je crois que ce soir, les Camerounais seront servis des échanges que nous venons d'avoir, que nous avons encore avec mon senior collègue. Monsieur Odi Tanguy, le constituant camerounais a fixé le cap. Et il y a eu un prolongement de la loi, parce que quand vous prenez l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, cet article dispose clairement que le régime de l'élection présidentielle est fixé par la loi. Vous voyez? À partir de là, le législateur maintenant nous dit ceci. Si tu n'es pas représenté au sein des institutions, à savoir les assemblées politiques ou les conseils, la voie qui t'est ouverte, c'est celle qui postule que vous soyez investi par un parti politique qui, lui, est représenté au sein des institutions. Première voie. Maintenant, le législateur n'a pas été très gourmand. Il a voulu quand même qu'il y ait une kyrielle des candidatures. Il évoque donc l'idée maintenant de la candidature indépendante. Et il dit ceci. Si tu n'es donc pas représenté, c'est-à-dire si tu n'as pas pris part à l'élection initialement, voilà la voie qui te reste à faire. C'est-à-dire que la voie, justement, d'obtenir 300 signatures. Cela veut dire que le législateur aurait donc pu aller très loin en disant peut-être que, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les formations politiques mises en alliance peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle. Il ne l'a pas dit. Donc on va parler de distinguer où la loi ne distingue pas. Autre élément, on se rend bien compte que l'élu traîne avec lui 2 types de dossiers. Et je l'ai dit, un dossier politique et un dossier juridique. Alors, si la mobilité peut être consacrée, voulue, assumée par l'élu, il faudrait aussi actionner le volet juridique. Et c'est en cela que, vous avez vu, si le professeur m'avait dit tout à l'heure que la transhumance de Tchapé Lavoisier du côté du MLC venait modifier le procès verbal des résultats au sein de la commune, je devais être tout à fait d'accord avec lui. Parce que modification, changement, pélégrination politique, modification juridique. Alors quand la modification juridique n'est donc pas apportée, moi je suis positiviste, normativiste. Je m'appuie sur la loi en vigueur. Je pose la question. Oui. Mais prof, quel est le texte qui dit que la preuve de la représentation, c'est le PV? On est en matière de droits fondamentaux. Hein. Et quand il présente un droit frontal, les restrictions, au regard de l'article 26 de la Constitution, doivent émaner de la loi. Quel est le texte qui le dit? Professeur, lorsque le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'élection, pour les législatifs, décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Cela veut dire donc qu'il faudrait que nous soyons clairs avec le prof. Si donc, à l'issue d'une transhumance politique, c'est-à-dire d'un député qui quitte une formation politique, un parti politique pour un autre,
et que le juge constitutionnel revienne sur la décision initiale, pour ma part, en réalité, la transhumance politique devient une réalité politique et juridique. Je vous ai dit quelque chose. Il y a un fondement. Prenez l'article 15 du règlement intérieur. Mais on a besoin de modifier le procès verbal. Pourquoi? Puisque le procès verbal constate que Tim Chouin est député. Si je suis député RDPC et demain je passe député SDF, est-ce que Tim Chouin a cessé d'être député? Non. On doit modifier le procès verbal. Pourquoi? Mais parce que le mandat est celui de l'élu. Vous comprenez? Le mandat étant celui de l'élu, tant que l'élu, c'est pourquoi on parle de l'irrévocabilité du mandat. L'irrévocabilité du mandat suppose qu'une fois que vous êtes adoubé dans vos fonctions, vous le portez jusqu'au terme, il n'y a que le décès. Donc, Tim Chouin n'est pas sorti de l'Assemblée. Pourquoi on va modifier le procès? Parce que le procès verbal ne comporte que les noms. Alors, le procès verbal n'indique pas les principes. Est-ce que la production d'une carte de membre, d'un acte justifiant qu'on reste élu, ne suffit pas pour vous pour compléter le dossier de candidature pour un parti politique qui n'a pas des élus, dans le cas camerounais, aux dernières élections locales? Non, écoutez, nous parlons là, M. Redutongé, d'une question pratique. Oui, mais elle révèle la question sur la transhumance politique. Oui. Je voulais indiquer que le vote a un caractère, c'est que le vote est initial et cyclique. C'est-à-dire le vote se fait à un moment, s'arrête, et on confère la mandature, c'est-à-dire que vous faites 5 ans. Le mandat de qui, M. Tongué? Du peuple, non? Bon, on a dit au moins les électeurs. Vous avez 5 ans pendant lequel le peuple vous a confié son mandat. Ça ne dit pas qu'après 5 ans, vous sortez de votre parti, n'est-ce pas? Donc, retenez bien que le mandat, c'est le mandat du peuple. Et c'est en ça qu'on est représentant. On représente le peuple. De prendre des notes et de réagir tout de suite derrière. Oui. Monsieur Redutongé, notre constitution, je continue de prendre. Encore l'article 3. Vous avez vu depuis, je suis collé au test, parce que j'ai de la peine à m'en débarrasser. L'article 3 de notre constitution dit que pour investir un candidat, il faudrait que le parti politique prenne part à la compétition électorale. À l'issue de cette compétition électorale, le parti engrange donc un certain nombre de suffrages au bénéfice de ses candidats, qui postulent donc la nécessité d'être représentés au sein des institutions, assemblées politiques et conseils. À partir de là, M. Redutongé, ce débat devrait s'arrêter. Parce qu'en réalité, devrait s'arrêter pourquoi? Parce qu'en réalité, vous voulez arrêter le débat? Non, c'est-à-dire qu'en réalité, M. Redutongé, je pense que vous avez vu tout à l'heure que les deux cas pratiques que j'ai cités, le professeur ne va pas apporter des arguments pertinents. Vous avez vu même là le cas du mariage, vous rencontrez, la loi vous dit que la dame là doit attendre le délai de vigilité. Je parle sur son contrôle. Bien sûr, mais attendez, voilà. Au moment du divorce, elle n'est plus là. Elle n'est plus voilà. Non, monsieur Tunchen, c'est professeur. La dame ne peut pas se marier pendant, je crois, c'est 300 jours. Pendant la période là, elle est la femme de personne. Cher professeur, je vous propose de prendre une petite pause. On va souffler, boire un verre d'eau. Mais on ne va pas s'ennuyer puisqu'on va écouter vos collègues qui sont exprimés sur la question de la transhumance sur les investitures et les équilibres démocratiques. Ce sujet reste entier, juristes et politologues se déchirent sur la question depuis quelques mois. Oui, après avoir écouté ce document, ma réaction à chaud, c'est de dire que je ne partage pas tout à fait l'avis de deux contradicteurs qui sont apparus là-dedans, notamment le professeur Onanguini et le professeur Ondoa. D'abord, par rapport au professeur Onanguini, je vais dire que c'est pas honnête d'extirper... On peut choisir d'autres mots. Bon, en fait, c'est l'honnêteté scientifique. Ok, d'accord. Parce que vous pouvez attribuer à un auteur les conclusions auxquelles il aboutit, et non pas les éléments d'analyse qu'il met avant d'arriver à la conclusion. Cet article du professeur Camteau, qu'il a cité, je l'ai. Et tout le monde peut le lire. La thèse du professeur Camteau n'est pas celle que le professeur Onanguini présente. Donc, dans un article, il y a des éléments d'analyse. Quand vous analysez, mais vous êtes dans la thèse et l'antithèse. Mais votre position, c'est celle que vous retenez en fin de compte. Donc, c'est pourquoi il dit que ce n'est pas honnête. Mais je voudrais citer une autre occurrence, même si elle n'est pas, ce n'est pas revêtu du drap de la science. Le professeur Maurice Camteau, en 2020, lorsqu'il annonçait à ses militants que son parti ne concourait pas aux législatives municipales, il savait que ça peut hypothéquer la candidature du MRC. Bien sûr. Mais il le disait, même, ce n'était pas dans cet article, mais il le disait. Bien sûr. Parce que, en fait, au regard de notre code électoral, la question de la constitutionnalité de l'alinéa 2 ne se posait pas. Mais au jour où le professeur Camteau parle, il n'a pas d'élu. Ça va de soi. Mais entre-temps, le processus est dynamique. Avec l'interdiction du mandat impératif, et là j'aimerais aussi sur la thèse du professeur Ondoa, mais le statut de l'élu n'est pas figé avec l'élection. Une fois qu'il est adoubé dans sa fonction, mais il a un statut dynamique. Et le droit à la transhumance politique est un autre statut dont il peut se prévaloir. Et c'est consacré également par notre Constitution. Le professeur Magloire Ondoa indique que l'article 15 de la Constitution traite du mandat, alors que l'article 121 du Code électoral traite de l'éligibilité. Je n'en disconviens pas. Mais il y a aussi un rapport entre l'article 15 et l'article 121. Parce que l'article 121, notamment son alinéa 2, parle du champ de représentation. Or, l'un des champs de représentation, notamment pour le député, est fixé par l'article 15 alinéa 2, où on dit que le député représente l'ensemble de la nation. C'est pourquoi d'ailleurs, nous disons, notre thèse, c'est de dire que
le législateur ne peut pas. C'est-à-dire que le fait d'invoquer l'article 6 de la Constitution, mais ne confère pas un blanc-seing au législateur. Ce n'est pas parce que l'article 6 a dit au législateur va rédiger le code électoral pour l'élection présidentielle que le législateur a reçu la liberté d'y mettre n'importe quoi. Il devrait tenir compte des champs dans lesquels la constitutionnalité. Bien sûr. Et pour ce qui est du député, par exemple, l'article 15 vous dit le député représente l'ensemble de la nation. À partir de là, est-ce que le législateur pouvait dire que le député représente un parti? Il y a contradiction. Et c'est en ça que nous disons qu'il y a... Là, ce n'est pas tout le code électoral qui est anticonstitutionnel. C'est l'alinéa 2 qui fait parce qu'il confère à un élu un champ de représentation différent. Sauf si on comprend la représentation comme le fait de figurer dans une instance. Et sur ce plan-là, la représentation doit être prise dans son sens ordinaire parce que la représentation suppose un rapport de confiance avec obligation de rendre compte. Et cela suppose que dans le conseil, vous avez vos militants. C'est de ça qu'il est question. Mais au plan strict du droit, si l'on confronte la représentation telle qu'elle est définie à l'alinéa 2 avec la Constitution, il y a une constitutionnalité. Et s'il vous plaît, permettez que je dise autre chose. Tout à l'heure, mon collègue a parlé de l'effet négatif de la transhumance politique. Mais le droit n'est pas toujours compatible avec la morale. Hein. Parce que l'un des griefs que l'on fait, c'est que dans nos analyses, nous ne tenons pas compte des investissements que le parti a fait pour investir son candidat. Mais ce n'est pas la seule institution où il y a un écart entre la morale et le texte. C'est une question de choix. Si vous prenez les institutions comme la prescription, monsieur Tonga, si vous volez votre téléphone là, vous restez inerte pendant 3 ans. À la 3e année, je viens devant vous. Aucun juge ne peut vous attribuer ce téléphone. Oui, parce qu'on dira que la prescription agit. Si vous prenez l'amnistie, l'amnistie parfois va profiter à des gens qui ont tué des millions de personnes. Au cours d'un accord politique, on dit on va amnistier tout le monde. Est-ce que cela ressuscite ceux qui sont morts? Donc il y a des situations en droit qui ne sont pas toujours compatibles avec la morale. Et puis Gilles Cameroun a fait son choix de l'interdiction de mandat impératif, sachant très bien que cela va conférer la liberté à l'élu qui au lendemain de son élection peut claquer la porte de ce parti-là. Réaction à cet élément, professeur Bison Essomba? Monsieur Odi Tongué, je pense que les intellectuels et universitaires que vous avez fait défiler, il y a mon maître. Et vous savez, je suis encore très petit pour pouvoir dire un mot sur ce qu'a placé le mec. Parce qu'il faut garder... Le professeur Magloire, c'est mon maître. Professeur. Voilà. C'est mon maître, mais je crois que j'ai réitéré ces propos ici en indiquant les différentes fonctions qui sont attachées à chacune des dispositions. C'est-à-dire que l'article 15 alinéa 3 consacre l'exercice de la liberté juridique du mandat du député. Et l'article 121, dans son objet, consacre la modalité d'investiture. Vous convenez avec moi qu'il n'y a pas d'identité d'objet. Et là, je suis totalement en affirmation avec ce qu'a dit mon maître, le professeur Magloire. Je voudrais simplement réitérer que dans le propos qu'il a si bien déroulé, il y a un élément que moi j'ai retenu, c'est l'indisponibilité du siège. C'est-à-dire le principe de l'indisponibilité du siège, qui ne peut donc pas être transféré. Et vous avez vu aujourd'hui, la transhumance politique pose un autre sérieux problème, qui est celui de la trahison. Parce qu'un parti politique qui a investi sur vous, qui a mis des moyens, qui vous a fait porter une idéologie, qui vous a fait porter un programme politique, vous démissionnez, ça devient quelque chose de dangereux. Bon, ça c'est de l'analyse politique. Mais maintenant, oui, je finis. C'est de l'analyse politique. Je finis pour dire que normalement, les partis politiques devaient inscrire dans leur statut de base que si un député ou un élu du parti, par exemple, s'il démissionne, on ouvre le contentieux. Il sera poursuivi pour détournement des biens immatériels, c'est-à-dire les projets du parti, et détournement des biens matériels, c'est-à-dire l'argent et tout qui ont été mis pour son investiture. Donc nous pensons que le sujet en débat ce soir, qui va permettre justement aux Camerounais de comprendre, parce que le professeur Kintim et moi sommes venus parce qu'on risque de nos vies, parce que vous savez les positions que nous pouvons prendre ici, mais nous sommes venus tout simplement parce que l'intellectuel a une obligation. C'est l'obligation de sensibilisation de masse. Alors, puisque vous évoquez tous les deux le professeur Magloire Ondoa, que nous avons côtoyé à Yaoundé, lorsqu'il y était encore, lorsqu'il nous proposait ces textes-là sur l'histoire de l'État du Cameroun, que le professeur Joseph on appelait l'Ondoa, en rapport avec le Dalos. Il disait que Magloire Ondoa nous a proposé l'Ondoa. Alors, il évoque l'article 6, alinéa 6 de la Constitution, et ça permet de redébattre de la constitutionnalité des textes pris dans le cadre du code électoral en rapport avec la Constitution. Merci. Le régime de l'élection à la présidence de la République est fixé par la loi. Oui. Bon, ce que je vous disais tout à l'heure, nous sommes d'accord que le législateur, même pas seulement dans le cadre du code électoral, dans toutes les matières où le législateur intervient, en fait, il reçoit délégation de la Constitution. Et si vous examinez les articles 26, 27 de la Constitution, il y a les champs d'intervention de chacune des autorités investies du pouvoir de légiférer. Donc il y a le champ de la loi qui est fixé par l'article 26 et le champ du règlement qui est fixé par l'article 27. Mais je dis, la dévolution d'un domaine au législateur ne vaut pas blanc-seing. Parce que comme je l'ai dit, le blanc-seing, ça veut dire que ce n'est pas une carte blanche qu'on vous donne, dans laquelle vous pouvez écrire n'importe quoi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous devez tenir compte des normes supérieures. Et parmi les normes supérieures qui s'imposent à la loi, nous sommes en train de parler de la Constitution. Mais il y a aussi
les traités et accords internationaux. Et lorsque nous le disons, nous oublions, par exemple, que le Cameroun est parti au Pacte international des droits civils et politiques, est parti à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ces droits dont nous parlons sont des droits fondamentaux, n'est-ce pas? Et s'agissant du Pacte international des droits civils et politiques, c'est l'article 25. Mais si vous le lisez, vous allez voir que il ne doit y avoir aucune restriction aux droits fondamentaux, aux droits de vote et aux droits de candidature. Toute restriction doit émaner de la loi, entendue au sens strict, acte du Parlement. Et la Constitution du Cameroun le reprend. À l'article 26, sont du domaine de la loi le régime des droits et libertés fondamentaux. Donc quand les collègues font des analyses là, sans nous citer le texte qui fixe ces restrictions là, on est dans ce qu'un collègue a appelé le formulage juridique. Quelqu'un parlait du droit du quartier. On est véritablement dans le droit du quartier. Mais c'est un homme politique. Non, je continue. C'est un homme politique, prêchait pour sa chapelle. Donc je dis, lorsqu'on a fait un droit fondamental, lorsqu'on plaide pour une restriction, il faut donner un fondement dans la loi. C'est l'article 26, le point numéro 10 de notre Constitution qui le dit. Et c'est conforme aussi à l'article 25 du Pacte international des droits civils et politiques qui s'impose à la loi, et à l'article 13, je dis bien 13, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà autant d'instruments dont le législateur doit tenir compte lorsqu'il doit élaborer le régime de l'élection présidentielle. Alors, on a affaire à un droit fondamental, mais surtout, il faut noter que l'analyse des collègues est dangereuse. Notamment, imaginez une hypothèse que le RDPC organisant les élections municipales et législatives rafle tous les sièges. Est-ce que ça vous donne une... À quoi servirait le multipartisme au Cameroun? Par définition, un parti politique, c'est quoi? C'est une association qui a pour but de conquérir le pouvoir. Ou de s'y maintenir. Vous comprenez? Or, je dis, les militants du RDPC qui ont reçu tous ces suffrages-là, ce ne sont pas les suffrages des militants du RDPC. C'est les suffrages des Camerounais, dont moins de 2% sont encartés. Vous comprenez bien? Leur analyse également empêche les nouveaux partis. Ça veut dire que si le RDPC remporte, ça veut dire que le RDPC seul peut prétendre à l'élection présidentielle. Ça a du sens? Puisque, avec la discipline, par exemple, qui les caractérise, quel est l'élu du RDPC qui va vous donner le parrainage? Ça veut dire qu'on est définitivement parti pour un monolithisme à l'infini, qui exclut donc les nouveaux partis, alors que, par définition, un parti doit conquérir C'est pourquoi, je dis qu'il faut bien comprendre que, dès lors qu'on est en démocratie, il n'y a pas de représentation partisane. C'est le peuple. Et je le dis en m'appuyant d'ailleurs sur un ouvrage que le collègue ne peut pas ignorer. La Constitution du Cameroun. C'est un ouvrage coordonné par le professeur Jean-Louis Atangana Moubou, auquel ont pris part 125 collègues. Vous comprenez? Et le commentaire qui est fait, l'article 15, alinéa 2, par Daniel Claude Barganiati, mon collègue et mon enseignant, il m'a enseigné le droit constitutionnel, consacre un titre au rejet de toute représentation partisane. Ce n'est pas une spécialité camerounaise. C'est un principe propre à la démocratie. Quand on dit démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Ce n'est pas le pouvoir des partis. Donc je dis, c'est pourquoi j'insiste à dire que l'article 3 de la Constitution ne donne aux partis que d'être les véhicules. Parce que le titulaire de la souveraineté, donc qui est transféré à l'élu, ce n'est pas le parti. Ce n'est pas le parti qui transfère la souveraineté à l'élu. Non, le parti n'est que le véhicule. Celui qui est le détenteur de la souveraineté, l'article 2 le dit, c'est le peuple. Et il le fait donc uniquement à travers le parti. Et je vous ai dit, le parti en tant que véhicule, il y a le capital affectif de l'individu. Je vous ai pris le cas de Foto Victor. Quel que soit le parti que Foto Victor... Pour la quatrième fois déjà. Mais c'est pour marteler, nous voulons dire que la place que l'on donne au parti, c'est une place artificielle. Elle ne correspond pas à la réalité. Parce que j'ai dit, le débat est autour du mandat. Quel est le mandat que l'élu porte? Si vous avez répondu à la question, on avance. Et cela nous permet de dire qu'un élu ne représente pas un parti. Le collègue Margagnat le dit. C'est un principe dans toute démocratie. Ce ne sont pas les partis qui confèrent le mandat. Quand on dit un représentant, ça veut dire quelqu'un qui porte une partie de la souveraineté populaire, la souveraineté nationale. Cette souveraineté appartient à qui? Pas aux partis, aux citoyens. Et les citoyens, je dis, qui confèrent le mandat, ce ne sont pas les militants du parti. Je dis que quelqu'un, il y a des personnes qui ne sont encadrées nulle part, qui reçoivent des mandats, non? Oui, vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Dans ces conditions, en fait, le collègue a insisté sur le procès de l'élection. Mais je lui ai posé une question à laquelle je n'ai pas encore de comment prouver l'appartenance politique d'un sénateur nommé quand le décret ne le dit pas? Si on ne l'interroge pas. Mais il faut l'interroger pour le savoir. Professeur, il y a déjà le décret qui le note, c'est un acte formel. Oui, mais il est de quel parti? Mais vous voulez rechercher quel point, puisqu'il ne vient pas par la voie des élections telles que prévues par le code électoral et la Constitution. Oui, mais collègue, il est donc de quel parti? Comment est-ce que vous déterminez son parti? Pour ceux qui ont élu, il y a le parti qui il travaille désormais pour l'intérêt général. Il n'est plus... C'est-à-dire quand le président de la République nomme le sénateur Pierre Flambon-Gayap, sénateur du littoral, est-ce qu'il précise qu'il est de l'UNDP? Bon, en cela, je n'ai pas de précision, mais on sait déjà que dans sa vie partisane, c'est quelqu'un qui est du SDF, c'est connu. Donc vous comprenez? Oui, mais maintenant, ça, c'est la voie. Le seul moyen de savoir... Écoutez, le collègue est très malin. Puisque le Conseil électoral juge sur pièce. Le Conseil électoral jugera sur pièce comment l'UPC va prouver qu'il a un sénateur.
qu'il a un sénateur, il prouve comment? À l'effet d'une transhumance politique? Non, pour le sénateur nommé. Le sénateur nommé UPC que nous connaissons tous dans le Mais il a sa carte du parti, qui est connue. Donc la carte du parti peut être admise comme pièce adversée au dossier. Voilà. Alors, donc, notez donc qu'il me rejoint. Cela veut dire que s'il faut déterminer le parti de Tsapi Lavoisier aujourd'hui, il produit sa carte du MRC. Et la preuve qu'après avoir adhéré au MRC, il a pris part au conseil. Autre question.